Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles sur les antennes de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous le savez, l'actualité n'arrête pas de courir, elle bondit et parfois même elle rebondit à travers des faits et situations qui vous sont présentés, mais qui méritent d'être expliquées, d'être commentées. C'est tout le sens des Tribunes du Mardi qui nous permet justement de comprendre pourquoi ces faits et situations ont lieu. À Tribune du Mardi, aujourd'hui, nous avons décidé de traiter du retour sur la scène politique de l'ex-président ivoirien, le président Laurent Gbagbo, avec la création de son nouveau parti dimanche dernier, le Parti des peuples africains. Et il faut dire que le président Laurent Gbagbo revient sur la scène après 10 années passées en prison. Ce retour a tout aussi l'air de l'annonce d'une retraite après une carrière pleine, puisqu'il dit lui-même qu'il a été chef de parti et chef d'État, d'où le thème de notre émission, Laurent Gbagbo, retour ou retraite. Et pour en discuter, nous avons sur notre plateau ici à Dakar un confrère, Monsieur Amadou Diouf, journaliste, analyste politique et administrateur général d'un groupe de médias qui comprend une chaîne de radio, une chaîne de télévision et un site d'information. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est peut-être l'occasion de nous dire le nom de votre groupe, ANN, les initiales. ANN signifie tout simplement Amul Nebo News, et Amul Nebo en Wolof signifie sans cachotterie. Donc tout doit être clair, tout doit être posé sincèrement sur la place publique, c'est-à-dire c'est le rôle du journaliste de chercher des informations et de les poser sur la place publique en respectant naturellement donc tout ce qui est règles et déontologie fixée par notre profession. Donc ANN signifie Amul Nebo News. J'espère que jusqu'au bout de l'émission, je pourrai prononcer ce nom. Oui, bon, je vais vous épargner cela. Vous dites ANN, ça suffira. Et on a donc pour la précision une web radio, donc il faut préciser, et une web TV. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur notre plateau et de prendre part à cette émission. C'est moi. Autre participant à cette émission, c'est Monsieur Bernard Oudin, qui va intervenir à partir de Paris, à partir de la France. Donc, il faut dire que Monsieur Bernard Oudin est un des anciens conseillers spéciaux du président Laurent Gbagbo. Il a écrit 2 ouvrages qu'il va falloir certainement lire. Le premier, c'est Gbagbo, un homme, un destin. Et puis le second, c'est les Ouattara, une imposture ivoirienne. Bonsoir Bernard Oudin. Bonsoir. Bonsoir votre confrère sénégalais. Le confrère sénégalais, c'est Amadou Diouf, oui. Amoul problème, on peut dire Amoul Nebo News. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre part à cette émission. C'est moi qui vous remercie de pouvoir exprimer la parole du président. Ok. Et troisième participant à cette émission, c'est Tiburce Kofi. Bonsoir Tiburce. Bonsoir monsieur le DG. Alors Tiburce Kofi est journaliste. Merci de m'avoir invité à votre émission. Vous êtes enseignant-chercheur. Ancien directeur général de l'INSAC. L'INSAC, c'est l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Vous avez une quinzaine d'ouvrages à votre actif et vous avez décidé, en tout cas merci beaucoup, de participer à cette émission. Merci aussi, monsieur le DG. Je n'arrive pas à ne pas vous appeler DG parce que pour nous autres, vous êtes le DG. Et moi, c'est un très bon DG, Georges. Alors, Tiburce, c'est Georges Aboké. Là, je vais retrouver sur ce plateau Bernard Oudin, mon compagnon de fortune quand j'étais en exil en France. En tout cas, il m'a entouré de beaucoup de soins, il était très attentif à mon séjour là-bas. Bernard, c'est encore pour moi l'occasion de te dire merci.
Ok, c'est une... on profite donc de l'émission pour dire merci à Bernard. Ok, tout le monde se connaît. On va maintenant planter le décor à travers le sujet que voici de notre consoeur Zainabou Mohamed Hassan. Laurent Gbagbo a été élu président de son nouveau parti. Les conditions de vote ont été soumises à l'Assemblée qui a choisi le vote par acclamation. Mais les urnes étaient déjà préparées, a déclaré à l'agence APA un congressiste, ajoutant que Mme Ago Marthe a été élue présidente du comité de contrôle, également par acclamation. Revenu en Côte d'Ivoire il y a 4 mois, l'ancien président Laurent Gbagbo est de retour sur l'échiquier politique du pays. Samedi 16 octobre, il a lancé officiellement son nouveau parti politique, une formation de gauche axée sur le panafricanisme et le dialogue. Laurent Gbagbo a été élu premier président de ce nouveau parti, dans le nom comme dans le logo du nouveau parti. 2 mains entrelacées dans une carte d'Afrique, l'accent est mis sur la dimension panafricaine du parti. Nous avons fait le choix d'un parti socialiste, démocratique et panafricaniste, soucieux de préserver la souveraineté de la Côte d'Ivoire, des États et des peuples africains, a indiqué Sébastien Dano Djedje, président du Congrès, lors de la cérémonie d'ouverture. Ce nouveau parti, selon lui, vise à mettre fin à la fausse querelle sur l'unité du Front populaire ivoirien, présidé actuellement par Pascal Affi-N'Guessan. À noter que quelques 1600 délégués étaient présents à ce congrès pour rédiger le manifeste et les textes de cette nouvelle formation. La cérémonie de clôture du congrès est prévue ce dimanche où Laurent Gbagbo doit être présenté comme le président du parti et y tiendra également un discours. Voilà, si quelqu'un est très heureux, je pense que c'est vous, hein, Bernard Oudin. Partagez-nous votre enthousiasme, votre joie. Le président Laurent Gbagbo est non seulement sorti de prison, acquitté, mais il est rentré au pays le 17 juin dernier et voici qu'il lance son nouveau parti politique. Je crois que vous en êtes fortement heureux. Écoutez, je vais reprendre ce que je disais le 15 janvier 2019 à La Haye, au moment de l'annonce du verdict de la chambre d'instance qui venait d'acquitter le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. J'étais assis dans le hall, et tout le monde chantait, dansait, et moi j'étais assis dans un coin et un journaliste européen vient me voir en me disant « Mais monsieur Oudin, vous n'êtes pas heureux ?» Je dis si, d'abord, comme a dit un ministre français une fois, les grandes joies sont intérieures, mais je mesure aussi quel est le chemin à parcourir. Et il a fallu attendre 2 ans pour qu'on ait le résultat de la chambre d'appel qui donnait Gbagbo libre totalement. Et il a fallu attendre encore quelques mois pour qu'il puisse prendre l'avion et rentrer à Abidjan, et encore quelques mois pour qu'il revienne au cœur de la politique ivoirienne, du paysage politique ivoirien, qu'il a d'ailleurs jamais quitté. Parce que moi, quand on me disait « Laurent Gbagbo reviendra-t-il en politique ?» quand il était au fond de sa prison de Scheveningen, je répondais toujours « Gbagbo ne reviendra pas parce qu'il n'est pas parti ». Et en fait, toutes ces 10 années, Laurent Gbagbo a été le point focal de la vie politique ivoirienne, parce que tous les projets politiques en Côte d'Ivoire, toutes les analyses se passaient avec un passage pour dire « Et Gbagbo, qu'aurait fait Gbagbo, que veut faire Gbagbo, etc. » Aujourd'hui, on a un aboutissement, un premier aboutissement, parce que maintenant, on a devant nous un très grand chantier. C'est une première étape, oui. C'est une première étape, c'est un démarrage, et c'est à partir de là qu'on va comprendre, quand je disais, Gbagbo n'est pas parti de la politique, Gbagbo est là, et on pourra en reparler tout à l'heure. Quand on suit le discours du président, j'ai lu et entendu certains propos, je pense que les gens, vous savez, je ne vais pas faire le méchant, mais comme disait le proverbe chinois, quand le doigt monte la lune, l'imbécile regarde le doigt, et j'ai vu dans la presse française en particulier, quelques gens qui pourraient s'assimiler à la deuxième catégorie en essayant de faire l'exégèse du discours du président. Ok. En tout cas, c'est bien noté. On revient à vous tout à l'heure. Nous sommes maintenant ici sur notre plateau central. Amadou Diouf, comment est-ce que vous avez ressenti, comment est-ce que vous avez accueilli ce retour sur la scène politique du président Laurent Gbagbo? Oui, je vous remercie, mon cher Georges, et je remercie vos participants. Et je salue aussi les téléspectateurs de Label TV. En fait, le retour de Laurent Gbagbo, ou bien même, comme le dit notre cher
professeur, n'a jamais quitté la scène politique. Hein. Laurent Gbagbo n'a jamais quitté la scène politique. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'attendait à que ce retour-là soit marqué. Déjà, on se posait la question de savoir que va-t-il faire, par exemple, avec Pascal Affi-N'Guessan, considérant donc leur bras de fer concernant donc le FPI. Et comme Gbagbo, il a plus d'un tour dans son sac, peut-être qu'on s'y attendait peut-être le moins, il sort comme d'une baguette magique, un autre parti politique. Et il a dit dans son discours, laissons à Pascal l'enveloppe, c'est-à-dire le sigle, et je crois que la quintessence du FPI sera avec Laurent Gbagbo. Maintenant, le FPI s'est scindé, disons, peut-être en 3 parties. Disons, il y a le FPI qui est avec Affi-N'Guessan, le parti que vient de créer Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains, PPA, sera donc alimenté par les responsables et militants du FPI originel. Et il y a une absence qui est remarquée, c'est celle de Mme Gbagbo, qu'on n'a pas vue. Oui, et depuis quelque temps, on y reviendra certainement, mais depuis quelque temps, on nous dit qu'elle est en train de tracer peut-être sa voie pour aussi, elle aussi, créer peut-être un autre parti politique pour se lancer dans la course. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, Laurent Gbagbo est revenu en force. Hein? Il est revenu en force et on se pose la question, vous l'avez dit tantôt donc dans votre présentation, est-ce qu'il va à la retraite ou est-ce qu'il va, ou c'est carrément un retour? Mais bon, c'est une question qui est assez complexe dans la mesure où on suscite déjà la limitation de l'âge pour se présenter à la présidentielle de 70 à 75 ans. Si c'est effectif, Laurent Gbagbo peut-être serait exclu et Alassane Ouattara ira à la retraite en amenant Bédié, Ouattara, en amenant Bédié, Gbagbo et tout le monde à la fois. Donc je dis ça de manière succincte, on y reviendra peut-être plus amplement. Forcément, mais c'est pour dire que quand même le puzzle politique ivoirien s'est remis en place. Voilà, son retour, c'est un retour en force et je crois que Laurent Gbagbo a une carte à jouer et c'est pas demain la veille pour sa retraite politique. Ok. Tibios Kofi, vous êtes un ami du président Laurent Gbagbo, mais vous avez été aussi parmi ceux qui l'ont critiqué de façon forte. Comment vous avez accueilli son retour sur la scène politique? Évidemment, j'étais content de savoir qu'il était désormais libre et qu'il allait revenir au pays. Je salue le retour du camarade, de l'ancien camarade, du frère, parce qu'on demeure toujours frère, après tout. On peut ne plus être des camarades, mais on demeure frère. Je salue donc le retour de cet homme, de ce grand combattant pour la liberté, pour la démocratie. Je salue donc son retour au pays natal. Je suis content de le voir reprendre son bâton de pèlerin, essayer d'ameuter toute la faune des agents de la gauche et pourquoi pas reprendre le combat qui a été suspendu dans des moments de grave infortune. Bon, voilà, je me tends à retirer moi-même volontairement la scène politique. Il m'est difficile de me prononcer sur ce qu'il va faire ou ce qu'il ne fera pas. J'ai accepté votre émission par amitié aussi pour vous, Georges Aboké. On ne dit pas non à Georges Aboké. Bon, voilà. Merci beaucoup. Donc s'il y a des idées, je sais si je les professerai volontiers, ben, Laurent Gbagbo m'est quand même resté dans mon cœur. Bien. Toutes les attaques ont été victimes de ma part. Il reste quelqu'un qui est important dans mon cœur. Il a son siège encore dans mon cœur. Et l'homme est foncièrement bon. Ce n'est pas l'homme que j'ai combattu. C'est le dirigeant politique qui avait des options qui ne me plaisaient pas. J'ai estimé qu'il était dans l'erreur. Je l'ai combattu avec beaucoup de fureur et peut-être injustifié. Avec le recul, je comprends que j'ai été parfois excessif, que j'aurais pu altérer un peu mon propos. Bon, écoutez, c'est l'histoire, c'est l'histoire. On va pas revenir en arrière. On va pas la refaire. L'homme, il reste
il reste dans mon esprit. Et c'est un grand homme politique, c'est un grand combattant. Je salue son initiative. Ok, alors on va rester avec vous. Vous êtes à Abidjan. On va parler de ce nouveau parti politique, le parti des peuples africains. Tout à l'heure, notre confrère Amadou Diouf a dit que bon, dans ce parti, il manquait des noms importants. Il manquait Afin Guessan, il manquait Simone Gbagbo, et je peux ajouter qu'il manquait également Mamadou Koulibaly. Il a manqué également Blé Goudé. Alors, comment est-ce que vous lisez, comment est-ce que vous appréciez justement ces absences? Moi, allô? Oui, Tiburce? Oui, d'accord. Il manque, et surtout ceux qui sont partis à jamais et qui ne reviendront plus. Et je sais que Laurent doit avoir très très mal. Ben n'est plus là, Paul Decuy n'est plus là, Paul-Antoine n'est plus là, Pipeline aussi est parti. Ils sont nombreux comme ça, de nombreuses figures dynamiques de ce parti et qui sont partis à jamais. Je pense que Laurent souffre. Il manque, oui, la mémoire des morts, c'est important en Afrique. Bon, maintenant, ceux qui sont là et qui ne sont pas aujourd'hui avec lui, je dirais honnêtement, hein, franchement, si vous voulez que je sois franc, je dirais que c'est sa faute à lui. C'est lui qui est le père de famille. Son retour a été au relais de beaucoup d'espoir. Il apparaissait comme l'homme de la réconciliation. Il fait un retour marqué du saut d'une triple dislocation. Dislocation avec le foyer conjugal, rupture avec son ancien premier ministre et compagnon, rupture avec son parti qui dissout, il va créer une autre, rupture avec sa trajectoire spirituelle et religieuse. C'est un retour qui m'a paru brutal, et je le dis, vous savez, bon, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Hein. Donc, tout brutal, ce n'est pas ce que j'attendais de lui. J'attendais un retour chargé d'amour, chargé pour tous ceux qui sont morts, un retour chargé de mots doux, de mots calmes, de mots conciliants, pour qu'ensemble, on reparte sur une nouvelle base et que nous tentions de reconstruire cette Afrique dont nous avons tous rêvé lorsque nous étions dans les positions et que nous avons été incapables de réaliser lorsque nous avons pris le pouvoir. Ok, c'est bien noté. Je repars à Paris, retrouver Bernard Oudin. Comment est-ce que vous appréciez ces absences, l'absence de Simone Gbagbo, l'absence de Charles Blé Goudé, même s'il est encore en Hollande, l'absence de Mamadou Koulibaly, l'absence de Afin Guessan, etc. Ça fait beaucoup d'absences. Vous avez une expression française qui dit « les absents ont toujours tort ». Dans le cas précis, il y en a certains qui ont tort, d'autres qui ont continué leur marche naturelle vers leur destin propre. Je pense à Mamadou Koulibaly que j'avais croisé au Ghana juste après le 11 avril et qui est parti dès le lendemain créer son mouvement leader. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant que Mamadou n'est pas dans le sillage du président. Quant à Afin Guessan, je ne vais pas revenir dessus parce que son action est pathétique. Et aujourd'hui, il doit bien comprendre que le match pour lui est terminé. Mais une action de la part du président Laurent Gbagbo pour ramener tout le monde dans le même cercle n'aurait pas été plus intéressante? Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui et puis l'émission est trop courte. Mais tous les efforts qui ont été faits, et j'en suis témoin, pour que Afin Guessan reste dans la mouvance, d'ailleurs je l'avais dit à Afin il y a quelques années, j'avais dit Afin ne te trompe pas, et il s'est trompé. Bon, vous savez, quand vous dites à un moment on ne va pas pleurer parce que le cercueil passe, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Le problème, c'est que l'essentiel des gens en Côte d'Ivoire qui n'étaient pas des vrais soutiens du président et qui ne connaissaient pas la résilience du président ont cru que le chemin de la haie était un aller simple. Et le retour physique du président, l'acquittement total du président, en a surpris plus d'un, et pas simplement en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais le 11 avril à la télévision française, j'avais dit « l'histoire avec un grand H rendra raison à Gbagbo ». Hier, dimanche, en écoutant le discours, j'avais une petite joie intérieure. Alors, je ferai une aparté pour Charles, parce que Charles Blé Goudé est dans une situation totalement ubuesque à La Haye. Il est totalement acquitté, mais il est toujours là-bas. Il doit pointer 2 fois par semaine à la CPI.
Il n'a toujours pas ses documents de voyage, c'est-à-dire son passeport, qu'il devrait avoir, comme tout citoyen ivoirien, très normalement, à partir du moment où il n'y a aucune charge contre lui. Et il est toujours dans cette attente, il en est déjà en octobre, alors que l'acquittement a eu lieu le 31 mars. Donc là, c'est une situation ubuesque. Mais je sais, moi, pour en avoir parlé suffisamment avec lui toutes ces années, Charles Blé Goudé ne fera jamais un acte personnel contre Laurent Gbagbo tant qu'il fera de la politique. Ok, merci beaucoup Monsieur Bernard Oudin. Je repars à Abidjan retrouver Tiburce Kofi. Vous êtes professeur de lettres, homme de lettres, et j'ai envie de vous faire un petit exercice. Le Parti des peuples africains, comment cela sonne-t-il dans votre esprit? Comment est-ce que vous l'entendez? Ils sont dans mon esprit comme une espèce de pathos qu'exprime Laurent. Laurent a toujours rêvé de ressembler au Faure-Boigny qu'il a pourtant combattu farouchement durant 3 décennies. Le Parti des peuples africains, c'est le fantôme du RDA, où Faure-Boigny a réuni les Africains au sein d'une structure, un rassemblement des peuples, des rassemblements démocratiques africains. M. Gbagbo va créer son parti pour le peuple africain. M. Gbagbo, M. Faure-Boigny a construit un palais de la présidence à Abidjan. M. Gbagbo a tenté de créer un palais de la présidence à Yamoussoukro. Il y a beaucoup de choses comme ça, sans oublier cette attitude qu'il a eue quand il était président de piocher dans le PDCI des cadres dynamiques pour envoyer au FPI. Il faut psychanalyser ses comportements. Mais je le disais, Oufouette a réussi à créer le RDA à une époque où aucun pays africain n'était indépendant. Alors, RDA, il faut dire, c'est Rassemblement démocratique africain, RDA. 1946. Aucun pays africain indépendant, tous, bien sûr, à part le Libéria. Donc, toute l'Afrique était unie par une urgence majeure, arrivée à l'indépendance. 60 ans après la création des États africains, avec les nationalismes étriqués et chauvins, je ne vois pas ce que ça sert, à quoi ça sert un parti des peuples africains. Déjà, l'Afrique blanche est toute une équation pour l'Afrique. Rappelez-vous que... Vous voulez dire que le panafricanisme n'a pas de sens? Si, il a un sens. Il a un sens, mais créer un parti africain, c'est déjà l'Afrique blanche est déjà toute une équation pour l'Afrique noire. L'Afrique blanche ne s'est même pas solidaire du destin de l'Afrique noire. Rappelez-vous, au Congrès panafricain de Johannesburg, ils ont refusé d'accueillir les pays arabes et l'Afrique blanche parce qu'ils ont dit qu'ils sont comptables de l'esclavage et de la traite négrière. Donc déjà, cette fracture-là existe. Je l'ai dit une fois, M. Gbagbo a été élu par les Ivoiriens pour aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Ce pathos de la libération de l'Afrique, je ne comprends pas. Il n'y a pas possibilité de partir de la Côte d'Ivoire et... Il n'y a pas possibilité de partir de la Côte d'Ivoire et ouvrir plus large sur l'Afrique? Nous l'avons élu pour qu'il nous donne plus d'écoles, plus de maternité, plus d'hôpitaux, plus de routes et plus de richesses. On ne l'a pas élu pour aller se battre pour libérer le continent africain. Ok, ok, c'est votre avis. Je reviens sur notre plateau ici, Amadou Diouf. Oui, je ne suis pas d'accord avec le professeur, hein, parce que quand même, je crois que... Tiburce, oui, Tiburce, monsieur Tiburce, donc c'est toujours de rigueur le panafricanisme, hein, parce que il a rappelé le RDA, il y a eu au Sénégal le RND, qui était le parti de Cheikh Anta Diop, mais le RND, c'était pas en quelque sorte un parti, mais c'était un rassemblement. C'était ça la vision de Cheikh Anta Diop, c'était de rassembler le maximum de panafricanistes autour d'une idéologie. Hein. Donc je crois que ici, parce que si on voit le sigle de parti des peuples africains tiré Côte d'Ivoire. Ouais. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit tantôt, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'essaimer à travers l'Afrique? Ce que je vois par là, ce n'est pas un panafricanisme béat, mais ce panafricanisme qui voudrait, par exemple, que l'on puisse aujourd'hui s'assumer, que les Africains puissent
avoir donc le monopole sur les ressources naturelles, qu'ils puissent gérer donc de manière autonome leur pays et que l'indépendance ne soit plus un vain mot. On est à ce niveau parce qu'il faut voir Laurent Gbagbo dans ce sens-là, c'est-à-dire son combat éternel avec l'Occident. On se souvient que tout le monde le sait, Laurent Gbagbo a été destitué par la France. C'est ça la vérité. Les faits sont là. Donc Laurent Gbagbo... C'est la même France qui l'a mis au pouvoir, monsieur. Oui, l'a mis au pouvoir en 2000. Oui, si vous voulez. C'est la même France qui a cautionné le coup d'État, fait comme M. Colin Bédier. C'est la même France qui l'a aidé à accéder au pouvoir en 2000. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a accédé au pouvoir par les urnes, il a été destitué par les armes. Non, par un soulèvement populaire, monsieur. Vous n'allez pas réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire tant que je serai sur ce plateau. Monsieur Gbagbo a accédé au pouvoir par un soulèvement populaire. Il y avait contestation du résultat. Il y a eu des élections quand même. M. Gbagbo dit qu'il a gagné. M. Gbagbo a fait appel à une décision populaire et à l'issue de... Il y a eu une élection quand même. Ok, professeur. On ne va pas repartir complètement en arrière, mais on va commenter justement l'actualité. Et là, on est sur le Parti des peuples africains. Oui. Tibirs Kofi, je reviens à vous tout à l'heure, mais on laisse terminer Amadou Diouf. Oui, non, moi, ce que je voulais dire, c'est que le panafricanisme qui est prôné par Laurent Gbagbo est aujourd'hui d'actualité, à mon sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres combats qui ne sont plus les combats pour l'indépendance simplement, parce que pour accéder à l'indépendance, mais aujourd'hui, pour avoir une indépendance, mais je veux dire concrète, qui n'est plus une indépendance sur du papier, où qu'on a décrété, qu'on nous dit vous êtes indépendant, vous gérez, vous êtes autonome. Parce que l'indépendance, pour moi, c'est l'indépendance de pouvoir gérer ses ressources naturelles, de pouvoir vraiment se gouverner librement. Aujourd'hui, il a dit, Gbagbo a été mis par la France. Il a été destitué. On est en train de discuter de cela. Ça veut dire que nos présidents, jusqu'à présent, sont choisis par l'Occident et notamment la France. On a vu, Laurent, on a vu Alassane Ouattara qui s'est représenté pour un troisième mandat. On y reviendra certainement. Il s'est représenté pour un troisième mandat, mais quand on a posé la question à Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec la société civile donc africaine à Paris, qu'est-ce qu'il a dit? Mais attends. Il a parlé d'un cas de force majeure. De force majeure, il dit je comprends. Je comprends sa décision. Alors pourquoi comprendre sa décision et ne pas comprendre la décision de Alpha Condé? Attends, troisième mandat pour troisième mandat. Moi, je crois que même ces histoires de troisième mandat, il faut les gérer constitutionnellement par rapport à la constitution de chaque pays. Chaque pays a ses réalités, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre dans le message lancé par Laurent Gbagbo que l'Africain doit être définitivement affranchi du joug de l'Occident, du joug de la France notamment. Bien, merci beaucoup Amadou Diouf, merci beaucoup Tibirs Kofi, je reviens tout à l'heure à vous. Et avant de vous remettre la parole, avant de reprendre également Bernard Oudin qui est à Paris, permettez-moi de vous proposer un sujet qui vient quand même conforter les dires de Amadou Diouf qui dit que Gbagbo a décidé de se battre pour l'Afrique et ça ne date pas quand même d'aujourd'hui, ça date d'un certain nombre d'années. Il a proposé deux choses pour l'Afrique. D'abord, qu'au niveau de l'Afrique, on supprime les visas. On supprime tous les visas. Et c'est dans le dernier ouvrage que j'ai écrit. Parce que nous ne pouvons pas nous plaindre que l'Europe oppose à nos jeunes de ne pas aller dans les pays européens avec des restrictions drastiques. Et puis nous-mêmes, entre nous, quand des jeunes ou des moins jeunes veulent venir dans un pays un peu prospère, on met des barrières. Je pense que ce n'est pas normal. C'est dans ce sens que j'ai supprimé la carte de séjour pour tous ceux qui sont dans la CEDEAO en Côte d'Ivoire. J'ai supprimé parce que nous avons des traités de libre circulation, nous proclamons toujours des pays frères. Quand un chef d'État écrit à un autre chef d'État africain et dit « Monsieur le Président et cher frère », mais ça a un sens. Donc, j'ai supprimé les cas de séjour ici pour montrer que nous sommes un et que nous devons circuler librement et que nous pouvons nous installer librement.
Deuxièmement, au niveau du financement, l'Afrique est riche. Nous n'avons pas encore transformé tous nos produits, mais nous avons la matière première. J'ai proposé que nous créions un fonds de développement en Afrique en prélevant sur les matières premières de chaque pays. Le pétrole, le gaz, les diamants, l'uranium, le cacao, le café, le bois. Si nous prélevons sur chacune de nos matières premières et que nous créons un fonds, on verra que les Africains ne vont pas se mettre en rang. Alors Tiburce Kofi, je reviens à vous. Après avoir entendu ces propos du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous dites le panafricanisme? Il n'y a rien de nouveau. Il a un sens ou pas? Oui. Il n'y a rien de nouveau. Oui. Tout cela a été fait par les pères de l'indépendance. Abi Bourguiba, Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah, Amani Diori, ils avaient cette vision. Mais il faut la mettre en pratique maintenant, cette vision. Il y avait Air Afrique. Ils l'ont mise en pratique. Il y avait un avion, Air Afrique, pour toute l'Afrique. À partir de 2000, 1999-2000, Air Afrique a disparu. Les micronationalismes ont pris le pas sur la vision panafricaniste. On s'entend bien. 1963, l'OUA, Organisation de l'unité africaine. L'UA n'est que fille de l'OUA. Ils l'ont créée. Au niveau de la sous-région, regardez dans notre sous-région ouest-africaine, ils ont créé la CEDEAO, les États, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. La BAD, la Banque africaine de développement, le NEPAD existe. Ce n'est pas des idées nouvelles. Tout cela, les Africains sont très forts quand il s'agit de discourir. Nous, on leur demande tout simplement de passer à la pratique. Alors, est-ce que justement, passer à la pratique et renforcer justement cela? Je vais bien. Oui. Ce n'est pas des idées nouvelles. Ce que je reproche au panafricanisme, c'est leur propension à la démagogie. Ils font comme si ils inventent des choses nouvelles. C'est des choses connues. La question qu'on doit se poser, est-ce que la nouvelle génération de chefs d'État africains a fait la grande vision qui a animé le Houphouët-Boigny, le Bourguiba, la Diori, la Amani Diori, tout ça? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont laissé un héritage de réflexion, ils ont laissé un état d'action. Ok, alors on peut considérer que le président Laurent Gbagbo a décidé de s'engager dans cette voie. On a tout ailleurs. Si vous non, permettez. Laurent Gbagbo a été au moins honnête. Il a même dit, non, Laurent Gbagbo a été honnête, il a dit, je reprends le combat de Kwame Nkrumah. Il s'inscrit comme continuateur de l'œuvre du Houphouët-Boigny. Bon, il a parlé dimanche de Kwame Nkrumah. Là où Kwame Nkrumah l'a laissé, il a dit là où il faut la laisser. Ça, j'ai entendu cette phrase. D'accord. Écoutez, mettez-vous. Ok. Donc vous êtes d'accord finalement avec Amadou Diop? Après, au travail. Alors, on a quelques difficultés, Tiburce, pour vous avoir parce que c'est entrecoupé. Le temps que les choses se règlent, allons-y à Paris, retrouver Bernard Oudin. Quelle est votre réaction? Le Parti des peuples africains en avant pour le panafricanisme, qu'est-ce que vous en dites? D'abord, si vous me permettez, tout à l'heure, Tiburce a gentiment dit que quand il était en exil à Paris, je l'avais aidé et je vais l'aider à nouveau, mais dans un autre domaine, c'est de lui apprendre à ne pas réécrire l'histoire. Quand il parle du RDA, rappelons-nous les conditions du RDA. Houphouët-Boigny, Modibo Keïta et quelques autres étaient dans la mouvance anticolonialiste, ils étaient même dans la mouvance du Parti communiste, et on sait ce qui s'est passé après. Maintenant, Tiburce nous dit que Houphouët-Boigny a fait un palais à Abidjan, que Gbagbo a voulu en faire à Yamoussoukro. Le palais de Yamoussoukro que le président Gbagbo voulait construire était dessiné par Pierre Fakouri pour le compte de Houphouët-Boigny, l'Assemblée nationale pareil, etc., etc.
Gbagbo n'a fait que la continuité de l'État, parce que Laurent Gbagbo est un homme d'État, et il s'attache à la continuité de l'État. Il l'a rappelé d'ailleurs pendant le Congrès en disant que Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire et que pour construire les bâtiments de la capitale, il avait refusé de prendre de l'argent à l'extérieur parce que c'était les biens du pays qu'il construisait pour faire une route, pour faire d'autres choses. On peut avoir des aides internationales, c'est un autre problème. Donc, mais pour revenir au panafricanisme, mais c'est une évidence historique. Le chemin du panafricanisme est très long. Regardez le chemin qu'a parcouru Nelson Mandela pour revenir au pouvoir en Afrique du Sud et faire que l'Afrique du Sud aujourd'hui est un pays qui existe, alors qu'il aurait pu être totalement explosé. Mais quand Mandela est sorti de prison, il est allé voir Kadhafi pour lui dire merci. Parce que Kadhafi, c'est soi-disant l'Afrique blanche, mais il a aidé Mandela pendant toutes les périodes de difficultés de l'ANC. Il est allé voir d'autres en Algérie, ailleurs. Je me souviens d'un propos que m'avait tenu Vergès, l'avocat, qui était en Algérie dans les années 60 et qui reçoit un jour un ordre de son capitaine, parce qu'il était dans la mouvance de l'armée nationale algérienne, d'aller chercher quelqu'un à la frontière marocaine. Et Vergès prend sa voiture, va chercher la personne et la ramène au capitaine. Le capitaine s'appelait Bouteflika et l'homme que Vergès ramenait s'appelait Nelson Mandela. Donc vous voyez, il y avait déjà des convergences. Le problème du panafricanisme, il ne faut pas en faire un gargarisme, il faut le prendre bout par bout. Comme le président l'a dit dimanche, les Européens qui étaient les grandes puissances du 19e siècle ont été dépassés par la Russie, la Chine, les États-Unis. Et aujourd'hui, l'Union européenne essaye de reformer un bloc pour être capable de résister. Et vous voyez les difficultés même en créant ce bloc, où il y a des dissensions internes. Parce que s'unir, c'est très difficile. Et il est évident que du matin au soir, on n'aura pas une Afrique unie complètement. Mais si on ne commence pas un jour, on n'arrivera jamais. Alors justement, à propos de Bernard, à propos de Afrique unie, est-ce que quelqu'un l'a dit, un observateur a dit, pourquoi on va pas refaire le monde, mais pourquoi on n'a pas appelé ce parti politique les peuples unis d'Afrique? Vous savez, quand vous créez un parti, quand vous avez besoin d'avoir un sigle, vous pouvez avoir 50 ou 60 propositions. Il y a eu une convergence sûrement pendant les travaux préparatoires du Congrès pour arriver à un plus petit dénominateur commun. On pourrait trouver 70 ou 80 noms qui rediraient la même chose. Donc on ne peut pas... je prends un exemple en France, le grand parti gaulliste de Gaulle en 1958 s'appelait l'UNR, il s'est appelé l'UDR, il s'est appelé l'UMP, il s'appelle les LR aujourd'hui, mais on a la même mouvance. Donc le président Gbagbo, on ne va pas s'arrêter à 2-3 termes, un acronyme qui soit celui-ci ou celui-là. L'idée est là. Okay. L'idée est importante parce que c'est d'abord les idées qui comptent. Bien. Après, on habille. Ok, c'est bien noté. Juste savoir si ça marche mieux chez Tiburce Kofi à Abidjan, ça marche mieux la liaison? Je voulais dire pour finir que j'ai lu la tribune de Tiburce aujourd'hui sur Facebook et je pense que je ne vais pas rentrer dans la polémique. Mais c'est quelque chose de vieux quand même, hein? Enfin, elle est réapparue aujourd'hui. Il ne sait pas que c'est vieux. Oui, mais c'est vieux, mais c'est revenu encore aujourd'hui et l'erreur d'origine se poursuit. Donc, ça date depuis les 10 ans. Ok. Alors, on couper définitivement cette tribune qui n'a que faire en 2021. Merci beaucoup Bernard. On va continuer d'avancer. Si ça marche bien au niveau de la liaison avec Abidjan, c'est tant mieux. Je reviens ici à Amadou Diouf. Qu'est-ce que vous entendez? Vous êtes sénégalais, mais vous êtes analyste politique et je crois que vous êtes pour le panafricanisme. Qu'est-ce que vous entendez par réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire? C'est un mot qu'on entend beaucoup, réconciliation, cohésion sociale. Oui, en fait, la réconciliation peut être analysée dans un sens.
Puisqu'on dit que le président Gbagbo a un rôle important à y jouer. Oui, oui, oui. Bon, en fait, c'est juste pour un apaisement. Mais celui qui gagne le plus dans cette réconciliation, c'est Alassane Ouattara. Il a un troisième mandat qui est contesté et aujourd'hui, il veut gouverner ce troisième mandat dans la paix et le calme. Justement, à propos de ce troisième mandat, on a été un peu surpris que ça n'a pas, que ce troisième mandat n'ait pas fait l'objet de grandes déclarations pendant ce congrès. Oui, non, attendez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va jeter de l'huile sur le feu. On dit que Gbagbo, qui vient d'arriver, il a d'autres chantiers. Ouattara est déjà élu, le troisième mandat, c'est derrière nous. Hein. Il ne va pas revenir là-dessus comme une ritournelle pour reparler de troisième mandat, refaire donc le débat, ça n'aurait aucun sens et que politiquement, ce n'est pas rentable. Donc lui, il est dans la prospective et dans les perspectives, c'est-à-dire essayer de lancer un nouveau parti qui, dans l'entendement, ne s'arrête pas à cette sémantique juste de dénomination, mais il faut aller au fond, il faut voir la vision panafricaine. Il cherche à titiller donc un petit peu l'intelligence des Africains, parce que les Africains sont intelligents quand même. Ils cherchent à titiller leur intelligence pour leur dire, écoutez, désormais on veut un panafricanisme, mais un panafricanisme qui n'est pas une recherche d'une indépendance, disons, politique, mais là c'est une indépendance, une souveraineté économique qu'il faudrait donc aller chercher. Maintenant, vous parlez donc de la paix, de la stabilité, la cohésion de la sociale, réconciliation. Tous les partis politiques, on a vu même des représentants, donc notamment Big Togo et autres qui ont participé donc au congrès du nouveau parti. C'est pour dire que les uns comme les autres, ils essaient aujourd'hui à la face du monde de montrer que la Côte d'Ivoire s'est réconciliée. La Côte d'Ivoire donc va aller à l'essentiel. Mais je vous le dis encore une fois, celui qui gagne le plus dans cette histoire de réconciliation, c'est Alassane Ouattara. Parce que son troisième mandat aurait pu faire l'objet de manifestations, aurait pu faire l'objet de contestations violentes dans les rues, si un Laurent Gbagbo peut-être s'était lancé dans cette guerre contre ce troisième mandat, ce qui n'a pas été le cas. Donc on essaie d'aplanir, de se dire, écoutez, c'est un troisième mandat, il l'a déjà, donc, quand il a commencé à consommer donc, ce troisième mandat, on va pas revenir en arrière. Il va aller, si Dieu lui prête longue vie, il va aller jusqu'au bout, jusqu'en 2025. Ça, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est essayer d'apaiser le climat donc politico-social pour que quand même que chacun puisse jouer son rôle de leader politique. Mais on est en train d'agiter quelque chose qui me rappelle un petit peu l'ivoirité, toute proportion gardée, c'est l'histoire de la limitation de l'âge de la candidature à la présidentielle. Okay, parce que ça peut créer quand même beaucoup de remous. D'accord. Merci beaucoup, Amadou. Ouais. Tiburce Kofi, quel rôle doit jouer ou devrait jouer le président Laurent Gbagbo dans la réconciliation nationale? On en parle beaucoup dans la comment on va dire ça, dans la remise en place du tissu social ivoirien très déchiré après tout ce qu'on a connu. Vous m'entendez? On vous entend bien, oui. Merci. Laurent Gbagbo est d'abord mon aîné, mon patron, il le demeure d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire. Il est mieux éclairé que moi pour savoir ce qu'il doit faire. Nous autres, nous sommes des analystes. Si ça nous paraît bon, nous le dirons. Si ça ne nous paraît pas bon, nous dirons pourquoi. Mais franchement, je serais très prétentieux, maladroitement prétentieux à prendre la parole à dire Laurent doit faire Parce que les observateurs étaient nombreux à dire que la réconciliation ne peut pas se faire sans lui, surtout quand il était détenu à La Haye. Je l'ai écrit, j'ai été l'un des premiers à l'avoir écrit dans le nom à l'appel de Daoukro, c'était ma conclusion. J'ai même exigé, j'étais le premier Ivoirien à avoir écrit un livre pour dire je demande la libération sans condition de M. Laurent Gbagbo. S'il n'est pas là, la Côte d'Ivoire ne pourra pas se réconcilier. En réponse, j'ai été limogé. Vous savez, il y a longtemps que je prends des coups pour Laurent Gbagbo. Alors, mais maintenant qu'il est sorti de prison, il a un rôle à jouer dans cette réconciliation. Je vous en prie.
Bernard Oudin, le papier dont il s'agit, c'est vraiment un vieux papier. Il faut le faire supprimer. On va pas revenir en arrière. C'était l'heure d'une discussion avec De Gaulle, il y a 5 ou 6 ans. Et il y a Tiburce Kofi, restons sur la réconciliation. Non, attendez. Restons sur la réconciliation. Pardon? Je dis, restons sur la réconciliation. Le papier, bon, c'est un vieux papier, mais allons-y. Quel rôle doit jouer? Pas juste, il faut rectifier. La question de l'âge, l'âge limite. Mais l'âge limite, ce n'est pas M. Ouattara qui l'a décidé. C'est M. Gbagbo et Laurent et Gueye, la deuxième République, qui a déclaré, qui a opté pour la limitation de l'âge à 75 ans. C'est bien, c'est la deuxième République. Et c'est le président Ouattara qui a fait sauter ce verrou. Alors, mais restons sur la réconciliation. Parce que Bédier croyait qu'en faisant sauter le verrou de l'âge, M. Ouattara allait lui faire la passe. Comme on dit, elle est bien dribblée. Ma question demeure, Tiburce. Donc, qu'on revienne à 75, c'est tout à fait normal. Tiburce Kofi, oui. Ma question demeure, comment renforcer cette réconciliation, cette cohésion dont a tant besoin la Côte d'Ivoire? Écoutez, votre question de réconciliation nationale, je ne comprends pas. Monsieur le DG, vous êtes à Thiers ou Ébrié, je crois à Thiers. Moi, je suis Baoulé. Vous et moi, un empalable. Aucune tribu en Côte d'Ivoire n'est empalable l'une contre l'autre. Les Ivoiriens s'entendent bien. C'est 3 personnes qui ne s'entendent pas. Au niveau politique. Franchement, il faut qu'ils se retrouvent. On a vu M. Laurent Gbagbo aller rire avec M. Ouattara dès qu'il est arrivé. Moi, je ne vois vraiment pas où est le problème, qu'est-ce qui empêche la paix en Ivoire. Nous sommes vivants en paix ici. Aucun Bété n'est en pas là contre Baoulé. Aucun Baoulé n'est pas là contre un Sénoufo. Aucun Sénoufo n'est pas là contre Nakié. Ces 3 individus qui doivent se réconcilier. Ce n'est pas le peuple ivoirien qui doit se réconcilier. Le peuple ivoirien est en paix avec lui-même. C'est bien entendu. Merci beaucoup, Tiburce. Même question à Bernard Oudin. Je rappelle qu'il intervient à partir de Paris, en France, oui. Concernant la réconciliation. Oui, on en parle beaucoup en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec Tiburce sur le fait que l'immense majorité de la population, et moi-même qui suis un Ivoirien, ni Sénoufo, ni Baoulé, ni Bété, mais quand même un Ivoirien, nous sommes d'accord que c'est la population qui est d'ailleurs très mélangée, et c'est ce qui a sauvé la Côte d'Ivoire à mon avis, parce que c'est une mosaïque où il y a dans les mêmes familles des mariages interethniques et interreligieux qui ont préservé la structure sociale et humaine du pays. Parce que si on avait été dans un État comme le Rwanda, où il y a une affaire, ou même vous êtes au Sénégal, il y a peu d'ethnies, et quand il y a des combats internes, c'est beaucoup plus grave. Donc là, la Côte d'Ivoire a eu cet effet d'amortisseur de la mosaïque. Mais cette réconciliation doit être faite aussi au niveau des dirigeants pour suivre des règles démocratiques. Et c'est pour ça que Gbagbo n'a pas contesté dans la rue plus longtemps le 3e mandat, parce qu'il va le contester politiquement dans les actes politiques que Ouattara pose et pour lesquels Gbagbo va l'indexer au fur et à mesure. Maintenant que le véhicule existe, il va rouler dans ce sens-là. C'est une chose. Et dans d'autres cas, sur la réconciliation, on sent déjà à Abidjan, et Tiburce était à Abidjan, que l'atmosphère, entre griffes, comme on dit, est un peu différente de celle d'il y a 6 mois. Parce que la simple présence de Gbagbo à Abidjan fait en sorte que les gens commencent à se parler. Les gens sortent de prison. Je parlais, M. Bernard Oudin. Non. Oui, mais enfin, Tiburce, je ne t'ai pas coupé. L'arrivée de M. Laurent Gbagbo n'a rien changé au mode de vie des Ivoiriens. Tiburce, s'il te plaît, on est dans un débat, je t'ai laissé parler. Oui, j'ai pu exprimer des choses. Ok. Alors Bernard Oudin, Tiburce Kofi, Amadou Diouf, on va essayer de répondre maintenant. Mais j'excuse Bernard, tu as raison. Georges, je voudrais terminer quand même un tout petit peu. Oui, rapidement. Et la réconciliation, il faut qu'elle se passe au niveau des dirigeants et au niveau des actes posés. Le fait que Gbagbo ait demandé, il ne s'est pas amusé en enlevant Ouattara à la présidence,
il est sorti et il a obtenu la libération d'une centaine de personnes. Il reste encore des dizaines, sinon des centaines de personnes qui sont emprisonnées pour rien aujourd'hui, comme a dit le président Gbagbo dimanche, puisqu'ils étaient emprisonnés à cause de lui, lui-même étant libéré, acquitté. Tous les gens qui sont dans la MACA pour ces raisons-là à Abidjan doivent être libérés et rentrer chez eux. C'est la base du début de la réconciliation. Okay. Il faut aussi qu'elle se fasse dans les actes politiques. Et la présence de Big Togo pour venir saluer le congrès constitutif du PPA, c'est une chose importante parce que ça permet de penser que le RHDP, j'allais dire le RDR, est conscient qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit accepter les actes posés par les uns et par les autres. Et c'est la grande victoire de Laurent Gbagbo, parce que le multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Et non, si aujourd'hui les gens peuvent parler... Vous n'avez pas écrit sur la Côte d'Ivoire à notre place. Le multipartisme est l'accomplissement de plusieurs classes politiques. Merci beaucoup, Tibius. En tout cas, Gbagbo a réconcilié la classe politique. Hein? Parce qu'on a vu une délégation. Merci beaucoup à Tibius, merci beaucoup à Bernard Oudin. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons essayer de répondre à la question que nous avions posée en début d'émission. Laurent Gbagbo, c'est le retour ou c'est la retraite? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais bien dire que Laurent Gbagbo commence à jouer son rôle de réconciliateur. Parce que lors de son congrès, il a accepté que le RHDP envoie une délégation conduite par Big Togo. Le front, comment dirais-je, le PDCI, a envoyé une délégation de Henri Konan Bédié. Ça déjà, c'est une réconciliation. Parce que quand on parle de réconciliation, la réconciliation est en marche. Est en marche et Gbagbo a posé un acte fort en acceptant que ces deux rivaux puissent envoyer des délégations qui sont venues prendre la parole lors du congrès. Donc Tibius n'a pas tort en disant que c'est une... il faut que les trois... en fait, la réconciliation, c'est plus, c'est moins là une réconciliation du peuple ivoirien que la réconciliation de ses leaders politiques. Ce sont ces leaders politiques qui ont divisé ce peuple. C'est à leur charge aujourd'hui de réconcilier ce peuple à travers leur propre réconciliation, mais dans un jeu démocratique clair. Maintenant, pour en venir à votre question, la question de départ, oui, c'est le retour ou c'est la retraite? Bien sûr. Parce que quand on l'a entendu, il a parlé de retour. Il a même dit que personne ne peut l'empêcher de continuer de faire de la politique et qu'il va en faire jusqu'à son dernier souffle. Et puis après, il dit, bon, ce parti, c'est pour passer à une génération plus jeune. Oui, parce qu'il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de Laurent Gbagbo. C'est sa condamnation pour le casse de la BCEAO. Il a dit que ça ne le dérange pas et que si aujourd'hui ça devrait l'empêcher d'être président, il a dit juste, si ça devait m'empêcher d'être président, on ne sait pas si c'est président de la République ou président de son nouveau parti, on ne sait pas. C'est pas pour rien que Gbagbo, on l'a surnommé le boulanger. Hein? C'est un grand joueur aussi, c'est un grand joueur et un excellent joueur. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'obstacle majeur aussi, aujourd'hui, pourrait être cette histoire de limitation d'âge à la présentation, donc à l'élection présidentielle. Si aujourd'hui, il y a une limitation d'âge, il est exclu, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans son parti, nouveau parti actuel, qui est capable de prendre le relais et de se présenter en 2025? Bon, je n'en vois pas encore. Bon. Et la réponse à ma question? Oui. Retour ou retraite? C'est pour vous dire que c'est un retour. Si on lui permet s'il remplit les conditions de se présenter en 2025, ce serait un retour. Une retraite forcée. Si c'est une retraite, ça devrait être une retraite forcée parce que Gbagbo n'irait jamais à la retraite de son propre gré. Ok. Tibius Kofi, retour ou retraite, qu'est-ce que vous dites? Parce que quand on a suivi le discours du président Gbagbo, eh bien, il est difficile de répondre de façon claire et nette. Que le téléspectateur m'excuse si je me suis apporté un moment. Vous savez, Georges Aboké, je ne veux plus partir à ces émissions parce qu'il y a trop, on dit soit n'importe quoi. Et le multipartisme, c'est M. Gbagbo. Il faut rectifier ça.
M. Gbagbo est l'aboutissement d'un combat mené sur au moins deux décennies par des leaders comme Ngo Blaise, comme Zadi Zaourou, comme Memel Foté, comme Barthélemy Kochi, qui sont arrivés à un moment de notre histoire et qui l'ont exprimé jusqu'à son aboutissement. Cette idée, oui, mais tu ne peux pas dire multipartiste, c'est Gbagbo. Non, c'est faux. Je suis désolé. C'est un combat collectif. Maintenant, on me demande si Gbagbo, c'est la retraite ou bien quoi. S'il devait se retirer, il n'aurait pas eu besoin d'aller créer un parti. Je crois que c'est évident. Pour se retirer, il n'a pas besoin de revenir sur la scène pour créer un parti. Non, non, il est venu pour continuer de faire de la politique. La politique, c'est son métier. C'est la politique qui est son âme. Ça lui colle à la peau comme le manteau de Nessus. C'est un homme politique, M. Gbagbo. Il ne peut pas vivre en dehors de la politique. Dommage, parce que c'est quand même un docteur en histoire. C'est un artiste, c'est un bon écrivain. Je pense que des hommes comme lui, comme moi, comme le Zadi, peut-être qu'on n'est pas dû venir à la politique. Je crois que le moment était venu pour moi. Je pensais que le moment était venu pour lui de prendre sa retraite et de se mettre, de revenir à l'art, de revenir aux choses plus sérieuses, écrire des livres. Mais vous dites vous-même que ça lui colle à la peau. Ben, dommage, ça lui colle à la peau, il ne peut pas se retirer. Dommage. Moi, je suis sorti de là, je n'y reviendrai plus. Vous n'êtes pas Gbagbo. Ok, ok. C'est bien noté. Ah mieux, je ne suis pas Gbagbo. Bien, merci beaucoup Tiburce. Vous interveniez à partir d'Abidjan. La parole est désormais à Bernard Oudin. Vous êtes ancien conseiller du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un retour en force ou c'est une occasion pour dire eh bien je pars à la retraite? Oui, d'abord revenir sur le petit reportage que vous avez fait où le président parlait de panafricanisme devant des jeunes. Ça m'a rajeuni parce que j'étais dans la salle ce jour-là. Et je crois que le président n'a jamais changé d'avis jusqu'à aujourd'hui sur sa vision des choses, qu'elle soit pour la Côte d'Ivoire ou pour l'Afrique en général. Tiburce dit que lui s'est retiré, que s'il était Gbagbo, il se serait retiré. Et notre ami sénégalais m'a coupé la parole, sous le pied. Malheureusement pour Tiburce, il n'est pas Gbagbo. Et peut-être heureusement pour la Côte d'Ivoire. Ah oui, Tiburce n'est pas Gbagbo. On aurait gagné si M. Gbagbo était Tiburce Kofi. Tiburce Kofi n'a jamais tué personne. Tiburce est très gentil, mais Tiburce il n'est pas probable ni responsable de tout ce qui est passé en Côte d'Ivoire de vilain. Ok, on va boucler cette émission. Nous sommes en compagnie de Bernard Oudin. Et ce que je voulais dire, c'est que pas une seconde depuis que j'ai retrouvé le président à la prison de La Haye en décembre 2011 jusqu'à ces jours derniers que je l'ai eu au téléphone, je n'ai pas une seconde imaginé que le président Gbagbo pourrait se retirer de la vie politique. Et aujourd'hui, on parle de ces épées de Damoclès qui sont des épées en carton. Les unes et les autres. Parce que la Côte d'Ivoire veut avancer et c'est pas en s'amusant avec des jeux de cours de récréation qu'on fera avancer la Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire voudra choisir ses dirigeants et il faut qu'il ait le choix de ses dirigeants. Et c'est aux Ivoiriens de dire qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire, comme il l'avait dit en 2010, comme il l'avait dit en 2000. Et si M. Gueye, en 2000, a coupé le micro de la RTI vers 23h le dimanche soir, c'est parce qu'il savait très bien qu'il avait perdu l'élection. Souvenons-nous du débat qui était lancé ce soir-là et des résultats qui étaient annoncés au fur et à mesure de l'avancée de la soirée entre Thomas Bahenchi et le président de la commission électorale. Et vers 23h, on a coupé le micro parce que Gbagbo était en train de faire un raz-de-marée et que Gueye ne savait plus comment ça allait se passer. Donc, il faut rester dans l'histoire. Et j'étais présent, croyez-moi, et je pense que Georges, qui était aussi dans cette grande maison à l'époque, doit s'en rappeler aussi. Et donc, ça ne souffre aucune contestation. Maintenant, le président Gbagbo n'a pas encore été élu par les Ivoiriens. Et il respecte les Ivoiriens. Il va faire une action politique pour ramener la Côte d'Ivoire d'abord dans le meilleur rail, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la santé,
que ce soit pour les autres formes de développement, que ce soit pour la protection financière du pays. Gbagbo est parti à La Haye, la Côte d'Ivoire, grâce à lui au départ, avait obtenu le PPTE, le statut des pays pauvres très endettés, pour avoir une très forte réduction de dette, qu'on a donné à la Côte d'Ivoire de façon finale en juin 2011 pour aider M. Ouattara, ce qui a ramené la dette à 4 000 milliards. Et aujourd'hui, M. Ouattara l'a remonté à près de 20 000 milliards. Ok. Ça aussi, alors Bernard, il ne faut pas ouvrir d'autres fenêtres qui vont nous envoyer dans des débats. Merci beaucoup. On va s'en tenir à ça aujourd'hui, au retour sur la scène politique du président Gbagbo. Il est là et bien là, et seuls les Ivoiriens pourront lui dire de ne plus être là. Et ça, c'est une autre affaire. Ok. Merci beaucoup. Bernard Oudin, ex-conseiller spécial du président Gbagbo, vous intervenez à partir de Paris. Merci encore. Merci beaucoup à vous également, Tiberius Kofi. Vous êtes écrivain, journaliste, analyste politique et vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre part à cette émission et j'espère vous retrouver pour d'autres émissions. Merci beaucoup à notre confrère Amadou Diouf, qui est administrateur général du groupe ANN, un groupe de médias ici à Dakar. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir accepté d'être à cette émission, de la suivre et nous espérons vous retrouver dans une semaine pour un autre débat dans Tribune du Mardi. Merci encore, au revoir et à bientôt.